Merci à toutes et à tous d'être présents parmi nous aujourd'hui pour cette nouvelle journée nouvelle journée de conférence sur l'industrie 4.0 avec notamment en ligne de mire l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie. Pour parler de ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, j'ai donc le plaisir d'accueillir Michael Coronado, président de la société InnoDesign. Ensuite, Jonathan Cassaigne, donc référent expert IA et innovation chez BPI France. Et enfin, Eric Flippo, donc directeur des programmes 4.0 et des investissements industriels chez IN Group, société entreprise, on va dire, de 500 ans, je crois, à peu près. Voilà, qui spécialisé notamment dans l'édition de passeports, hein, c'est ça, de pièces d'identité. Alors, peut-être on va commencer par vous, Monsieur Flippo. Est-ce que déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un chiffre qui illustre donc à la fois l'importance du marché, mais également du moins l'engouement que présente aujourd'hui l'IA dans le domaine industriel? Est-ce que vous avez un chiffre en tête? Bonjour à tous. Donc voilà, merci de nous faire participer donc sur cette table ronde sur la partie intelligence artificielle. Bon, je ne vais pas présenter IN Group, mais vous pourrez regarder sur les réseaux donc notre activité qui est de fournir des documents, des titres sécurisés pour l'État français, mais également pour l'export. Donc 65% du chiffre d'affaires est lié à l'export, donc qui demande d'être compétitif et présent sur des solutions. Et également, on fournit de l'IA pour nos clients sur de la reconnaissance faciale, sur la partie un peu reconnaissance biométrique, donc pour des cas pour des clients. Sur la partie donc IA, on est dans la 4e transformation donc industrielle. Donc la 3e, c'était la partie robotisation, automatisation, qui date de 1970. Et là, on arrive donc dans une nouvelle transformation sur la partie data IA qui se développe de plus en plus. Et quelques chiffres, donc c'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Donc ça va représenter en termes de volume d'activité, c'est 160 milliards d'euros de capacité de développement et de projets sur la partie IA. Par contre, néanmoins, donc, comme sur la partie robotisation où la France a du mal à robotiser et à se transformer et à automatiser ses process pour des raisons culturelles à mon avis. Et si les entreprises françaises ne se mettent pas sur l'IA, c'est pareil, on va perdre en compétitivité et en performance. Et un deuxième chiffre, donc sur la partie mise en place, sur des sondages, donc 49% des entreprises manquent de culture sur la partie gestion des data et IA. Et 35% des mêmes entreprises qui ont été sondées ont un problème de récupérer des données pour pouvoir faire des expertises d'IA, des corrélations sur la partie amélioration de la performance. D'accord. Jonathan Cassaigne, un chiffre de votre côté peut-être BPI France, auquel vous appartenez. Côté BPI France, donc bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour parler de ce sujet passionnant. Moi, il y a deux chiffres côté BPI qui sont, je trouve, assez éloquents. Le premier, c'est 600, c'est le nombre de diagnostics data IA qu'on a réalisé via BPI France en 2024. C'est un des programmes d'accompagnement que je présenterai tout à l'heure, mais il y avait eu au service des PME et des ETI françaises 40 diagnostics data IA en 2022 et maintenant on est à 600 en 2024. Donc on sent qu'on a changé d'échelle. Le deuxième, c'est le pourcentage de PME et d'ETI françaises qui intègrent des solutions d'IA aujourd'hui, c'est 30%. C'est à la fois peu et à la fois encourageant parce qu'on était à 15% il y a un an. Donc pour moi, ces deux chiffres illustrent que les PME, ETI industrielles, notamment, se mettent en mouvement sur le sujet 2024. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, l'année 2024 est l'année pour moi de la mise en mouvement des PME industrielles sur le sujet. Alors justement, Michael Coronado, vous êtes président d'InnoDesign, une PME. Vous, un chiffre, mais alors un chiffre peut-être extérieur ou interne, parce que vous utilisez déjà beaucoup l'IA. Alors vous, un chiffre pour illustrer ça. Alors moi, je regarde pas trop les infos ni l'actualité, donc donner un chiffre comme on vient de l'entendre, je pourrais pas le faire. Mais moi j'ai un chiffre qui va parler à tout le monde. C'est le chiffre 8, mais à 90 degrés, l'infini. Et en fait, pour moi, l'IA, ça représente une infinité de possibilités, une évolution infinie. Et je vais vous donner un exemple précis. Je ne suis pas arrivé habillé par tout hasard avec cette tenue. En fait, cette tenue a été générée par IA.
Et pourquoi elle a été générée par IA? Parce que j'avais envie de marquer les esprits et de dire avec l'IA, on peut faire une infinité de choses. Et on n'avait jamais pensé à cette infinité de choses. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait jamais été voir une agence, lui dire j'ai besoin d'un pull pour une soirée, je veux pas que ça me coûte trop cher et je voudrais que ça représente tous les personnages qui me représentent de mon enfance, etc., etc. Ça aurait coûté beaucoup trop cher pour on va dire, une petite présentation. Mais avec l'IA aujourd'hui, on a cette infinité de possibilités. Et donc c'est le chiffre 8 à 90 degrés pour moi, si je dois donner un chiffre qui représente l'IA aujourd'hui. D'accord. Effectivement, l'IA permet de répondre et d'optimiser en tout cas des problématiques connues. On voit aussi à travers les différents cas d'application que ça ouvre également des champs de possibles qui n'avaient pas été envisagés au départ. Alors, avant d'entrer justement dans le sujet, peut-être définir l'IA. Alors, on ne va pas revenir sur la sémantique, mais qu'est-ce que pour vous, finalement, l'intelligence artificielle? Est-ce que ça existe déjà depuis un moment? Est-ce que c'est l'intégration de technologies qu'on optimise et on met quelques modèles dedans, ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau? Je reste avec vous, monsieur Coronado. Bah pareil, on va faire une explication simple pour moi, et je pense que c'est la plus parlante et probante. Au lieu de faire des grandes théories, on va comparer ça à l'humain, parce qu'on a essayé de faire de l'IA qui ressemble à un cerveau humain. Donc parlons humain. Si on prend une personne qui a très peu accès à la donnée, qui a très peu accès à l'information, qui a une éducation qu'on dit pauvre, d'accord? Donc il n'y a pas un environnement stimulant, qui n'a pas beaucoup de données d'entrée, on va dire d'elle que c'est une personne qui est bête, ok? Parce qu'elle n'a pas eu la culture, elle n'a pas eu l'information d'entrée. C'est le pragmatisme, c'est la vérité. Quelqu'un qui a eu une grande éducation, qui a eu beaucoup d'informations, qui a eu beaucoup de données, qui a eu beaucoup de stimulation, on va dire de lui qu'il est intelligent. C'est la vérité. Maintenant, prenez quelqu'un qui n'a pas de limite biologique. Et à cette personne, tu lui donnes toutes les informations qui existent. Qu'est-ce qu'on en dit? Puisqu'on a dit quelqu'un qui a une limite technologique et qui a accès à de l'information et de l'éducation, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc un être qui a accès à toute la donnée qui existe, qui a presque aucune limite de calcul, voilà ce que c'est que l'IA. En fait, c'est comme nous, mais avec des possibilités boostées et sur l'avenir encore plus boostées parce que elle peut engendrer plus de données qu'une personne et elle peut la culturer de façon plus efficace. D'accord. Jonathan Cassagne, vous aurez peut-être une autre définition de votre point de vue? Moi, je vais être un peu complémentaire. Moi, j'ai été un peu plus académique, mais moi, j'aime bien en fait la définition qu'en donnait il y a quelques années Yann Lequin, qui est un des papes fondateurs un peu du machine et du deep learning, qui expliquait que l'IA, c'est la capacité d'une machine à simuler un comportement humain et à être plus précis, plus efficace que l'humain sur quelques tâches données. Et moi, j'aime bien cette définition parce qu'en fait, dedans, elle rappelle que l'IA, c'est la capacité d'une machine. En fait, l'IA, c'est quoi? C'est des maths et de l'informatique. Ça permet un peu de débunker cette impression parfois qu'il y a un côté magique, un peu effrayant. Non, les maths, c'est vraiment... l'IA, pardon, c'est les maths et c'est de l'infra. Et puis, c'est la capacité d'une machine à être plus efficace, plus précis que l'humain sur des tâches données. Et donc là, il y a un sujet de retour sur investissement, pour moi, qui est intéressant. Mais pour qu'il y ait le bon retour sur investissement, dans la multitude et l'infini de possibilités de l'IA, il faut savoir poser la bonne question, l'utiliser à bon escient pour avoir ce retour sur investissement. Donc pour moi, c'est ça l'IA. Après, on parlera peut-être d'IA prescriptive versus IA générative là, qui débarque à fond depuis 2 ans. Mais le plus important à retenir, en tout cas, c'est pas de la magie, c'est des maths, de l'infra, ça se nourrit de données et ça donne des résultats concrets. C'est votre point de vue aussi, Éric Philippot, sur l'IA? Moi, je rejoins les deux précédents messages. Donc voilà, c'est un outil informatique capable de remplacer l'intelligence humaine avec une capacité et puis une rapidité exponentielle par rapport à l'humain, donc voilà, qui est intéressante, et en utilisant des données pour prédire, pour mettre en place des solutions intéressantes et importantes pour l'industrie. Alors on va rester justement avec vous, ne posez pas le micro. On va... Vous avez parlé d'outils, c'est de la technologie. Je rappelle aussi que InGroup et InnoDesign sont vitrine industrie du futur, label décerné par l'Alliance Industrie du Futur, qui est partenaire également du CPEM. Concrètement, à quelle technologie fait appel l'IA? Qu'est-ce qu'on appelle de l'IA? Et
et quels sont les domaines d'application industriels à proprement parler? Je penserai notamment à votre expérience chez IN Group. Donc oui, donc on a été labellisé Industrie du futur en juillet 2024, donc sur différents programmes et enjeux donc, qui sont voilà, la compétitivité. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'humain. Donc, c'est voilà, apporter un peu de nouveauté, d'attractivité donc, dans l'entreprise, réduire tout ce qui est tâches manuelles et répétitives. Et le troisième enjeu, c'est la partie sobriété énergétique. Donc, c'est la valorisation des déchets, c'est la maîtrise de tout ce qui est consommation énergétique. Et donc, voilà, des cas d'usage, c'est récupérer de la donnée pour justement alimenter des outils d'IA pour essayer de prédire et de produire au mieux à moindre coût. Le cas d'usage également qu'on a mis en place, c'est la partie computer vision. Donc c'est le contrôle en ligne donc, de la qualité des produits, donc à des vitesses assez rapides et à une précision de 200 microns. Alors, juste pour rappeler, voilà, sur quelle ligne de production, voilà, ça concernait quel type de produit Alors, on a donc fait une première phase d'expérimentation sur la production d'hologrammes, donc sur des films en PET, où on vient donc estamper des visuels donc en holographie, donc avec des lases de 630 et des bobines qui font 6000 mètres à une cadence de 50 mètres minutes, où on prend donc sur la lèse à peu près entre 50 et 550 images, et on arrive à repérer, à détecter des petits défauts de manque de pétouille de l'ordre de 200 microns. Et avec de la traçabilité derrière, on a rajouté toute une vision de traçabilité pour retrouver donc, le défaut, à quel endroit se trouve ce défaut. D'accord. Et après, je parlerai peut-être de la démarche qu'on a mis en place de parcours utilisateur, d'analyse des irritants, d'analyse de tout ce qui est OQR, donc tout ce qui est quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on va gagner en mettant ça à place. Donc sur cette partie-là. Et le deuxième donc, projet qu'on est en train de réaliser, c'est la partie jumeau numérique process. Donc pour faire des corrélations entre des paramètres machine, environnement et matière, et de faire des corrélations par rapport à des défauts. D'accord. Jonathan Cassaigne, vous êtes du côté évidemment BPI France. Vous êtes arrivé, je crois, assez récemment, je crois en septembre 2024. Mais est-ce que vous avez quelques exemples d'applications, soit que vous avez suivi ou vos prédécesseurs, dans le domaine de l'IA industrielle? Oui, on en voit beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du cas d'usage tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie. Je pense qu'il n'y a pas un métier industriel aujourd'hui où on ne peut pas aller chercher des cas d'usage intéressants via l'IA. Il y a évidemment des cas d'usage qui sont aujourd'hui un peu les blockbusters pour les industriels, qui ne sont pas nouveaux, qui sont effectivement le contrôle qualité via la computer vision, mais pas uniquement. Des sujets autour de la maintenance qui sont aussi pas nouveaux, mais qui viennent être un peu réinventés, reboostés par l'arrivée de l'IA générative. Donc on va s'appuyer sur des capteurs machines, sur la capacité à dialoguer avec une documentation technique, la capacité à dialoguer avec son historique de tickets de panne pour finalement booster l'efficacité des opérateurs terrain autour de la maintenance. Ça, c'est des choses qui se développent de plus en plus. On a de l'optimisation des paramètres de production, dès lors qu'on a des capteurs sur les machines aussi qui nous permettent d'optimiser les intrants, les matières premières, et d'avoir les bons paramètres machines qui permettent d'optimiser tout ça. Et puis au-delà de ça, on en a des cas d'usage qu'on peut imaginer sur chaque métier. On a un potentiel très important sur les sujets de logistique, d'optimisation de stock, de prévision de la demande. On a des sujets très intéressants sur la partie R&D, conception, ingénierie, où on va être en capacité de gagner un temps fou, de simuler des tests de nouveaux produits. Donc on a beaucoup de cas d'usage, et puis l'IA générative récemment ouvre aussi beaucoup de possibilités sur les fonctions dites support, qui sont souvent un peu les parents pauvres des acteurs industriels, mais on va pouvoir être plus efficace sur ces tâches de marketing, d'avant-vente, de relations clients, d'achat, de finance. Voilà, donc je pourrais détailler au besoin nombreux cas d'usage, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on en trouve tout au long de la chaîne de valeur. Et quand on accompagne des industriels, au départ, parfois, il y a un peu la peur de se dire, mais finalement, vous allez venir chez nous, mais je ne suis pas sûr que vous allez trouver grand-chose. La problématique, ce n'est pas de trouver grand-chose. Des cas d'usage, on en trouve en moyenne une cinquantaine chez chaque entreprise. C'est plutôt de les prioriser, de choisir les bons et de commencer par ceux qui font sens et qui répondent à un vrai problème métier chez votre entreprise. D'accord. Monsieur Coronado, vous avez sorti un petit boîtier. Vous allez on va en parler dans les différents cas d'usage, justement. Ouais. Je ne sais pas si ça marche vraiment, si. Ok. Ouais, c'est bien réglé alors. Alors chez nous,
on commence, on fait des trucs qui marchent, on fait d'autres trucs qu'on est en train de développer. Je vais vous en donner quelques-uns parce qu'on en fait beaucoup, on va dire on part dans tous les sens peut-être, mais je pense qu'il faut explorer un peu toutes les voies, voir où c'est le mieux. Par exemple, chez nous, vous êtes accueilli par un hologramme virtuel. Et en fait, c'est l'accueil. Aujourd'hui, d'avoir une secrétaire qui est derrière un poste, vous allez me dire, ouais, vous avez viré un emploi. Non, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue ADV. Mais, comme ça, je coupe tout de suite la question. Mais en tout cas, vous êtes accueilli par un secrétariat virtuel. Quelle était la valeur ajoutée de la personne actuellement? Surtout que là, le secrétariat virtuel a accès à énormément de données, donc peut déjà répondre à des questions des gens qui viennent nous voir. Donc ça, il y a un supercalculateur qui a été fait par nos équipes, et l'IA et les données sont chez nous. C'est pas ailleurs, etc. Donc ça, c'est un premier cas. On a un deuxième cas où on a actuellement acheté des robots, alors comme les robots de chez Boston Dynamics, qui se baladent dans les couloirs et qui vont emmener de la matière aux ingénieurs, parce que les ingénieurs sont au deuxième étage de ma société. Et ça permet également de gagner du temps. Le robot, il est assez intelligent pour se balader dans l'entreprise, éviter les obstacles et faire tout ce qu'il a à faire pour aller chercher les colis et remonter au deuxième étage et livrer les ingénieurs. Ça a un autre effet qui est cool, c'est que ça désacralise un peu cet aspect-là et ça fait moins peur aux gens de voir un petit chien qui se balade dans l'entreprise, et donc ça apporte l'abcès un chien sans tête quand même. Ensuite, on a de l'IA. Alors nous, on développe des systèmes électroniques, donc il y a de l'IA qu'on développe pour nos clients pour du machine learning, pour de la détection d'objets, etc. Donc ça, c'est ce qu'on applique dans les produits. On a également de l'IA, mais là qui va être pour notre société, parce qu'on est en train de développer ce qu'on a appelé Jarvis. Et en fait, Jarvis, c'est comme dans Iron Man, hein, on n'invente que dalle, on voit que j'aime bien copier. Hein. Jarvis, en fait, ça va être de faire de l'analyse de risque de la société sur tous les flux de données et nous prévenir en cas de, il va y avoir des problèmes, des défaillances, des soucis. Ça passe par plein d'outils qui existent déjà aujourd'hui. Ça, je pense qu'il y en a plein qui connaissent. C'est Plod. Toi, t'en as un, je crois. Il y en a qui en ont, je sais pas. En gros, ça, vous appuyez sur le bouton, ça enregistre toute la conversation. C'est capable de détecter quelques voix différentes, en faire la synthèse, l'arbre décisionnaire, etc. Donc, on a une entrée de données qui va alimenter Jarvis. Les autres entrées de données sont, par exemple, toutes nos visios sont traitées aussi par une IA qui s'appelle Mojo. Vous pouvez tous regarder ce que c'est. Et Mojo va faire exactement la même chose à partir de la vidéo, récupérer, sortir les résumés, faire les arbres décisionnaires, nous dire si on a eu un effet wow, etc. Et tout ceci, avec nos emails, vont alimenter Jarvis. Et Jarvis, c'est une intelligence artificielle qui est sur nos supercalculateurs, également en interne. Parce que ça sera peut-être des questions qui arrivent, mais en tout cas, nous, on traite en interne la donnée. Et donc, ça permet de superviser l'entreprise et de nous prévenir. Attention, essayez de communiquer avec le client parce que la dernière fois, on a eu un incident. Faites attention, il peut y avoir des risques financiers, etc. etc., etc. Donc, voilà plusieurs cas d'usage. J'en ai plein. On passerait l'après-midi à expliquer tout ce qu'on fait avec de l'IA et également du machine learning pour automatiser des tâches. Comment, justement, mettons en œuvre une démarche d'intelligence artificielle? Déjà en embauchant des gens qui comprennent et qui sont capables de développer. Moi, je suis très terrain. Je suis ingénieur à la base, je n'ai pas cherché à couper les cheveux en quatre. J'ai embauché des personnes qui sont du métier, qui développent déjà. Donc on a des jeunes et des gens qui ont quelques années d'expérience dans le développement. On a 4 personnes aujourd'hui. Donc moi, Inosian, c'est 90 salariés, enfin 86 pour être exact. C'est juste le marketing qui on pousse un peu, mais on est 86 et j'ai 4 personnes dédiées à l'IA chez nous. D'accord. Monsieur Kassain, sur la mise en œuvre. Sur la mise en œuvre, je pense que la première chose, moi j'aimais bien effectivement ce que disait Eric sur le sujet, c'est la formation. Je pense qu'il est clé de se former, de comprendre comment ça fonctionne, l'univers des possibles, de se former soi et de former le maximum d'équipes dans l'entreprise, de commencer à sensibiliser, à faire monter la culture data. Je pense que c'est une première étape. Et puis en parallèle, à commencer à cartographier et identifier les cas d'usage. Ça, on peut s'appuyer sur de l'expertise quand on en a en interne. Nous, le bilan qu'on fait dans l'accompagnement des PME et ETI industrielles, c'est qu'elles sont très rares, celles qui ont de la compétence et de l'expertise sur ce sujet en interne. Donc, un de notre rôle, c'est aussi de faire de la mise en relation entre des experts sur ce sujet et des sociétés industrielles pour commencer à identifier les cas d'usage, les cartographier, les prioriser. Et puis ce qui est génial maintenant avec l'arrivée de l'IA générative, ce qui a un peu tout changé en réalité, hein, c'est qu'on peut commencer à jouer avec des outils, des solutions pour pas très cher, pour commencer à sensibiliser, voir ce qui peut être intéressant de faire. Et dans toutes les entreprises, il y a toujours une ou deux personnes qui sont assez moteurs sur le sujet, qui sont assez technophiles et qui sont très contentes de commencer à tester des petits usages. Et si ensuite vous voyez qu'il y a un vrai gain à aller chercher, là par contre c'est un projet qui est
plus industriels et plus compliqués à mettre en œuvre. Mais ça a changé les choses, parce les études montrent qu'on est passé là, enfin, ne sont pas toutes d'accord sur le chiffre, mais on est entre 30 et 50% des salariés français qui déclarent utiliser l'IA au travail. Je crois qu'il y a 3 ans, on était entre 1 et 5%. Donc l'arrivée de ChatGPT et tous ses petits copains a complètement changé le paradigme. Et je pense que c'est intéressant, voilà, dans les premières phases, de se former, de comprendre ce qu'il est possible de faire, de commencer à prendre en main des outils de façon assez simple. Parler de Mojo, c'est un super exemple. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un technicien pour le mettre en œuvre. Il y en a plein d'autres. Et puis de cartographier les bons usages, voilà, qui vont apporter de la valeur. Et puis dès qu'on a fait ça, là par contre, il va falloir commencer à monter une équipe projet, à avoir un responsable qui va porter ce sujet-là. Et puis de petit à petit, une fois qu'on aura lancé un premier projet, de structurer la démarche. Voilà, mais s'il y a une chose aussi à retenir, c'est voilà, se former, commencer à prendre en main les outils, identifier les cas d'usage en partant de vos problématiques métiers et fixer absolument un indicateur de performance que vous voulez avoir avec l'IA. Parce qu'on a vu trop de projets d'IA qui sont lancés parce qu'il fallait faire de l'IA, sans vraiment correspondre au bon sujet métier et sans indicateur de performance qui ne permettait pas de mesurer à la fin si le projet finalement était réellement réussi ou pas. D'accord. Et puis voilà, je finirai un dernier truc, mais on en reparlera peut-être derrière parce que je m'aperçois que je l'ai oublié et pour moi c'est clé, c'est mettre vraiment l'humain au cœur de cette transformation-là. L'IA, ça fait parfois peur, mais c'est pas qu'un sujet technologique, voire c'est pas un sujet technologique, c'est aussi un sujet de transformation de l'entreprise. Et si on ne met pas les opérateurs terrain, l'humain au centre de ces projets-là, il y a une vraie difficulté d'adoption derrière. Éric Philippot, vous êtes d'accord aussi? Comment vous avez mené Tout à fait, donc c'est un peu la démarche sur la partie 4.0, donc c'est la culturation. Donc l'année dernière, on a mis en place des formations donc, pour le personnel sur la partie ce que c'est l'industrie 4.0, des cas d'usage sur l'IA, sur la data. Donc soit une journée, 2 journées pour un peu démystifier tous ces sujets-là et d'avoir un peu de concret sur des cas d'usage qui ont été mis en place dans d'autres industries. La partie également, donc définir les besoins. Donc là, c'est des diagnostics que nous, on a mis en place aussi sur quel cas d'usage on peut faire. Et après, se lancer, c'est faire des POC, essayer de mettre en place sur le computer vision. On a vu ce que ça pouvait nous apporter sur de la variabilité, sur des problèmes d'éclairage, de luminosité, et que seul l'IA est capable de résoudre ces problèmes industriels. Donc voilà. Vous êtes fait accompagner, aider financièrement ou accompagner de manière humaine Donc sur la partie computer vision, oui, on est passé par une phase de conception avec un cabinet extérieur, donc pour valider que la solution répondait à nos problématiques et à nos besoins. Et donc là, on a une phase d'industrialisation. Et sur la partie géomonumérique, donc là, on a fait appel à la BPI sur le programme IA Booster, où on a fait donc un premier diagnostic sur des différents cas qu'on pouvait utiliser sur l'IA. Et là, on est dans la phase 3 du diagnostic sur un cas de data et de jumeaux numériques pour faire du prédictif, des corrélations de défauts et de l'amélioration des paramètres machines. Et après, on va se lancer peut-être début mars sur la phase 4 où on va faire un cas d'expérimentation qui va durer 8 mois à peu près. D'accord. Et Jonathan Cassagne, du coup, comment on se fait accompagner, comment on peut obtenir, quels sont les types de subventions aussi qui existent. Alors chez BPI, mais vous avez peut-être aussi un regard. Oui, il y en a beaucoup. On est quand même dans un écosystème qui est assez dynamique. On ne va pas se comparer tout le temps aux milliards annoncés des Américains, mais on a quand même aussi en France des dispositifs qui essayent vraiment de favoriser l'implémentation de l'IA de façon très concrète au sein des entreprises, notamment industrielles. Côté BPI France, donc au sein de la direction de l'accompagnement, on a un programme dédié pour ça qui s'appelle effectivement IA Booster, qui a 4 phases, qui commence par une phase 1 de formation d'acculturation, donc via le BPI France Université. Il y a un programme de 16 heures de formation qui peut être consommé à la carte, où on va retrouver à la fois une présentation des grands concepts de l'IA, de ce que c'est, de comment ça fonctionne, toute une partie d'exemples de cas d'usage par grand secteur. Donc il y a des webinaires notamment sur les cas d'usage pour l'industrie, par exemple. Et puis une dernière partie sur des tutos très opérationnels sur comment implémenter un projet d'IA dans l'entreprise. Donc ça, c'est accessible à tous. Il suffit d'ouvrir un compte sur BPI France Université. Donc c'est un programme dédié sur la formation IA. C'est la première phase. Ensuite, on a les phases 2 et 3, qui sont effectivement des phases de conseil, d'accompagnement. Donc, on travaille avec un vivier d'une centaine d'experts référencés chez BPI France, qui couvrent à peu près tout le territoire national.
et qui vont réaliser ces accompagnements-là. Donc la phase 2 qui s'appelle le Diag Data IA, c'est devenu un accompagnement un peu blockbuster sur cette année 2024. C'est sur 10 jours d'accompagnement, identifier tous les gisements de valeur qu'on peut trouver dans l'entreprise grâce à l'IA. Donc c'est cartographier ces fameux cas d'usage grâce à l'IA, commencer à les macro-prioriser en fonction de l'impact que ça a dans votre entreprise et puis de leur faisabilité. Donc ça fonctionne très bien puisque on vient lever un peu des barrières qu'on voit beaucoup dans les PME et les ETI industriels qui sont un manque d'accès à de la compétence, à de l'expertise et puis une difficulté d'identification des cas d'usage qui vont vraiment rapporter du ROI. Et à la fin de cette phase-là, donc on a une liste de cas d'usage. On peut en choisir 1, 2, voire 3 maximum. Et donc la phase 3, c'est le choix de l'approche IA. Et donc on va venir faire un cadrage détaillé de ceux ou peut-être ces 2 cas d'usage. Regarder combien de temps ça prendrait de s'implémenter de façon très concrète dans l'entreprise, combien ça coûterait, combien ça pourrait rapporter, est-ce qu'il faut s'appuyer sur une application de marché ou sur des développements ad hoc. Voilà, c'est ça qu'on va regarder sur la phase 3. Et puis la phase 4, c'est les développements opérationnels, c'est le POC. Donc phase 2 et phase 3, c'est subventionné. Donc phase 1, je le disais, c'est gratuit. Phase 2 et phase 3, c'est subventionné à 50% via France 2030. Donc c'est valorisé 13 000 € à chaque fois et il y a un reste à charge pour entreprise de 6 500 €. Donc c'est quand même aujourd'hui assez attractif. Et puis la phase 4, qui sont les développements, là c'est aujourd'hui un peu dans la nébuleuse du budget de l'État. Donc on ne sait pas trop ce qui restera pour financer. Mais pour le coup, au sein de la BPI et ailleurs que la BPI, il y a des dispositifs d'aide, il y en a dans plusieurs régions pour pouvoir développer des premiers POC avec souvent des enveloppes en fonction des cas qui peuvent varier. Mais voilà, on peut trouver des aides aussi pour ce développement. D'accord. Michael, vous avez tout fait tout seul ou alors vous avez été accompagné, voire subventionné? Alors j'ai une fâcheuse tendance, c'est à me démerder. Donc je n'ai même pas regardé s'il existait des aides ou quoi que ce soit. J'ai un seul objectif, je dois y aller, il faut y aller. J'ai pas le temps. J'ai pas commencé à consulter, à chercher, désolé, à passer par plein d'étapes. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut foncer. Et économiser 5 ou 6 000 €, c'est pas le sujet. C'est sauver sa boîte. Donc de toute façon, il faut y aller, point barre. Donc effectivement, j'ai pas fait appel à des subventions. Maintenant que je sais qu'il y en a, on peut toujours essayer, voir si c'est pas rétroactif. C'est jamais. Mais en tout cas, on continuera d'avancer dans le même, mouvement. Ouais. Mais je ne veux pas répondre à la place. En revanche, est-ce que il y a le frein évidemment du prix, mais est-ce qu'il y a d'autres freins également internes? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui la mise en œuvre de nouvelles technologies à partir notamment d'IA, mais ça peut être aussi des technologies numériques dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a encore des lièvres à lever, beaucoup de gens à convaincre, et comment on fait? Alors, moi j'ai de la chance, c'est que la société a toujours été construite dans le mouvement. Donc j'ai toujours créé une boîte qui évolue, qui change. Donc ce problème de fond déjà du changement, c'est la culture de la société. Donc déjà, je pense que c'est une culture de société. C'est-à-dire que si une société elle a cette culture du changement, ça va. Une société qui n'a pas la culture du changement, à mon avis, ça va être compliqué avec l'arrivée de l'IA. La mise en place de l'IA, à mon avis, c'est la première étape. C'est vraiment cet aspect psychologique du changement rapide. Ensuite, j'ai une deuxième chance, c'est que je suis dans la high-tech. Donc je développe des produits électroniques, des produits high-tech qui suivent la mouvance du marché de la technologie. Donc c'est presque intrinsèque à ma société du fait qu'on doit avoir les nouvelles technologies. Donc ma masse salariale, ou en tout cas l'équipe, ne comprendrait pas que nous n'y sommes pas. Donc déjà, j'ai aussi ce deuxième atout. Le seul truc qui peut faire peur, mais finalement, moi je ne l'ai pas ressenti, ça va être cet aspect robotisation de tâches. Alors il y a l'aspect bureau, et on passerait peut-être trop de temps à en parler, parce que pour moi, c'est eux qui vont prendre en premier, là où on a un peu plus de travail. Mais celui qui est le plus visible actuellement, ça va être les robots avec les machines qui apprennent. Parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi des machines qui sont capables d'apprendre. Parce qu'avant, on leur expliquait ce qu'elles devaient faire, elles le faisaient. Maintenant, elles sont capables d'évoluer et de prendre des décisions. Donc ça peut surprendre en fait un opérateur qui lui aussi dit normalement devant ce cas de figure, j'aurais fait comme ça parce que j'étais emmerdé. En fait, le robot, il fait pareil. Et donc, l'opérateur se sent un peu mis de côté. Il se dit, tiens, moi, la valeur ajoutée que j'avais, finalement, le robot, il fait pareil, voire mieux. Des fois, il fait des trucs que j'aurais pas fait parce qu'il se fatigue pas. Mais on arrive très rapidement à montrer à l'opérateur qu'au lieu de faire tout le temps une tâche, il est monté en compétence en fait. C'est lui qui a appris au robot
comment travailler. Donc ça, c'est avec le machine learning, etc. Et puis surtout, il s'est rendu compte qu'il y avait moins de pénibilité pour lui au travail et qu'on le faisait monter en gamme. C'est une culture. Pour moi, c'est une culture. On n'a pas le choix. Il faut y aller, il faut avancer. Et il faut vraiment toujours être très présent avec sa masse salariale et expliquer pourquoi il y a une évolution. Que ce n'est pas dans une démarche purement financière, c'est vraiment dans une démarche globale d'écosystème, c'est une démarche globale d'innovation et d'avancée, et qu'il a sa carte à jouer dans ce changement. D'accord. Peut-être un mot avec Eric Flippo, du coup, sur le... Cela, votre société est en mouvement et très technologique. La société, donc IN Group, il y a une partie très technologique évidemment, mais c'est aussi une société qui est très ancienne, enfin en tout cas avec un long passé. Comment 1538, ouais. Ouais. Donc comment est-ce que on convainc finalement les gens, le management? C'est pareil, c'est la partie culturation. Donc voilà, il faut lever un peu des craintes sur la perte d'emploi, sur si c'est des robots qui vont faire à notre place, qu'est-ce que je vais devenir. Donc c'est un peu comme de la robotisation. La robotisation ne tue pas l'emploi. Au contraire, ça crée de la valeur. Ça permet d'être plus attractif et de donner un peu plus de tâches intéressantes aux salariés. Et voilà, il faut y aller. Et je pense que si on n'y va pas, de toute façon, d'autres entreprises mondiales vont s'y mettre et on sera dépassé. Donc voilà, il faut démystifier tout ça avec des cas d'usage sur la partie. Voilà. Moi, j'ai mis des robots, des AMR qui au début, la logistique disait ça va faire mon boulot. On les accompagne, on fait des parcours, on leur explique comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, ils sont autonomes sur l'utilisation des AMR. Ils trouvent ça, ils sont intéressés. Les robots, ils fonctionnent très bien. Et pareil, sur la partie computer vision, on est passé sur des parcours utilisateurs pour dire, aujourd'hui, c'est quoi tes irritants, c'est quoi tes problématiques. Et on répond avec des interfaces, avec de l'innovation. Et les personnes réagissent très bien. D'accord, ils pensent vraiment à leur confort de travail et à supprimer un peu tout ce qui est pénibilité. Jonathan Cassaigne, peut-être un mot aussi sur les freins que vous rencontrez, et puis peut-être un volet aussi, une autre préoccupation, alors peut-être plus sur l'IA générative, évidemment c'est la consommation des serveurs, tout cet aspect écologique, bien que l'IA peut aussi faire, optimiser des machines pour qu'elles consomment moins, donc il y a aussi peut-être un juste milieu à voir, mais voilà, quels sont éventuellement les freins que vous avez pu rencontrer? Les 3 grands freins qu'on a identifiés et expliquent pourquoi on est plutôt à 30 qu'à 70% des PME ETI qui ont intégré l'IA, c'est le manque d'expertise de compétences, d'où le sujet de formation. Moi je pense que nous on a un rôle côté BPI de mettre en relation ces entreprises avec de l'expertise et de la compétence, mais je suis convaincu que ça c'est la premier étage, mais qu'à terme, il va falloir internaliser de la compétence. Je suis complètement d'accord sur le fait que s'il y a déjà de la compétence, c'est génial, ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est des gens qui connaissent le métier, qui savent où sont les vrais sujets, qui connaissent la culture de l'entreprise. Donc, c'est évidemment plus bénéfique. Le deuxième frein, je le disais aussi, c'est le manque de... Enfin, on a beaucoup de dirigeants qui nous disent « j'ai compris qu'il se passait quelque chose ». Il faut qu'on y aille, mais j'ai du mal à identifier quels sont vraiment les usages qui sont utiles pour ma société. Donc c'est ce sujet d'identification très concrète de cas d'usage. Et le troisième, c'est encore un peu des fausses croyances culturelles sur le fait que l'IA, c'est pour les très grands groupes qui ont beaucoup de données et beaucoup d'argent. Alors je ne vais pas dire que tous les projets IA ne coûtent pas très cher, c'est pas vrai. On voit quand même qu'avec l'IA générative, on peut faire des choses qui coûtent un peu moins cher et financièrement, on parlera après de l'empreinte écologique, et puis qui ne nécessitent pas forcément tant de données que ça. Pour d'autres cas d'usage, ça va être plus important. Et puis surtout, il y a un vrai sujet de réussir à voir l'IA comme un investissement et à le réfléchir aussi sur ce que ça peut apporter, pas que combien ça coûte. On discutait là ce matin sur des sujets même de contrôle qualité. On a des entreprises qui nous disent « mais moi, le projet il m'a été... chiffré à 25 000 €, je ne peux pas mettre 25 000 € sur l'IA. Et quand on leur demande, mais aujourd'hui, les défauts de qualité, combien ça vous coûte ? Ils disent, j'estime que ça me coûte entre 10 et 15 000 € par an. Bon, ok, ça veut dire qu'il y a un ROI qui est un peu plus de 2 ans. Et c'est un ROI très long sur l'IA. C'est un ROI très long. Donc en fait, on a des projets qui ont un ROI beaucoup plus rapide que beaucoup de projets d'investissement des entreprises. Néanmoins, c'est encore beaucoup regardé sous l'empreinte du coût, avec un changement culturel qui, à mon avis, est un sujet de formation, d'acculturation, un sujet pour que ça saute. Voilà, le sujet de la peur de l'emploi,
il ressort finalement assez peu parce que la robotisation, l'automatisation commence quand même à être intégrée et que c'est plutôt cet aspect-là qui fait peur plus qu'aujourd'hui les nouvelles technologies de l'IA. Et que les premiers retours, c'est qu'on voit bien en plus, si on met le projet en mettant les opérateurs terrain au centre, les opérateurs terrain, ils sont très contents de voir arriver l'IA pour les aider dans un certain nombre de tâches, les rendre plus efficaces. Ils se sentent valorisés parce que ça s'appuie aussi sur un savoir-faire qui est de la donnée, mais qui est de la donnée qu'eux ont donnée au système. Et donc, en tant qu'experts, ça les valorise. Donc, je ne vais pas faire semblant que l'IA ne va jamais fermer un poste. Ce n'est pas vrai non plus. Mais globalement, ce n'est pas un frein qu'on retrouve beaucoup. Voilà. D'accord. Sur la partie écologique, peut-être, Michael, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus clair? Est-ce que c'est un frein ou est-ce que, au contraire, dans l'industrie, en tout cas, c'est pas tellement un problème? Moins peut-être qu'une utilisation. J'ai un devoir d'être honnête. Alors, soit on ment, soit on dit la vérité. C'est pas ma priorité. Donc, je considère que l'IA va pouvoir nous aider en nous apportant des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Nous, on intègre de l'IA dans des produits électroniques pour augmenter le rendement du produit électronique, notamment sur la récupération d'énergie, des choses comme ça. Donc oui, c'est utile, on peut faire des choses avec. Mais il y a toujours ce calcul de dire oui, mais l'IA, ça a consommé de l'énergie pour arriver au réseau de neurones, ça consomme de l'énergie là où on l'applique, etc. J'ai pas suffisamment de recul aujourd'hui pour dire oui, ça va permettre de faire une vraie transition écologique, nous aider, j'en suis certain, parce que ça apportera des nouvelles idées. Maintenant, faire le bilan global, c'est un peu comme parler de la voiture électrique pour moi. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans, ça devient très compliqué à calculer. Mais en tout cas, je pense qu'on va faire avec et ça va nous aider à faire une transition. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui chez InnoDesign, mais je suis convaincu qu'on l'utilisera pour essayer de mener une nouvelle histoire, ça c'est sûr. Pour conclure justement cette table ronde, quelques mots, quel est le message que vous souhaitez faire passer? Alors, il y a pas mal de messages déjà qui ont été dictés, mais peut-être un message final pour convaincre nos visiteurs et nos auditeurs de l'importance de l'IA et de s'engager dans l'IA, dans l'industrie en tout cas. Pareil, on ne va pas mâcher les mots pour aller vite. Toutes les sociétés qui ne vont pas faire la transition à l'IA, pour moi, à moyen terme, et je dis à moyen terme, c'est des sociétés qui vont fermer. Tout simplement parce que quand on voit les performances qu'on arrive à atteindre avec les outils IA, l'accélération des outils IA, c'est inévitable. Et comme je ne sais plus qui le disait de vous deux, si ce n'est pas nous qui le faisons, les voisins le feront. On n'a pas le choix. Donc le mot de la fin, c'est de dire, étonnamment, il n'y a pas assez de monde à mon goût justement pour ce type de message et d'industriel, et ça devrait être crié dans tout le salon et à toutes les personnes qui rentrent. Il faut mettre en place de l'IA dans votre entreprise à tous les étages. Aussi bien de la partie financière, de la partie commerciale, jusqu'à pour ceux qui ont de la production, jusqu'à la production. Et voilà, ça c'est vraiment le message que moi je veux passer pour notre écosystème. Je suis un fervent défenseur de l'écosystème industriel, surtout dans les Hauts-de-France. On ne peut pas tout couvrir, mais surtout dans les Hauts-de-France. Et je veux vraiment clamer ce message. S'il vous plaît, tout le monde, passez à l'IA. D'accord. Jonathan Cassagne, un message. Moi, je veux bien prendre le mégaphone avec Michael pour aller passer dans les allées du salon. Je suis assez d'accord avec le message. Il faut y aller. Il ne faut pas y aller non plus n'importe comment parce qu'on voit un peu ce qui ressort des études sur le fait que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont investi dans l'IA qui arrivent aujourd'hui à trouver un ROI clair. Mais il faut absolument commencer à y aller par étapes. C'est indispensable et donc moi je le mettrai en plus si vous voulez vous y lancer, si vous êtes intéressé par les aides de la BPI, j'ai un QR code à prendre en photo sur mon téléphone, ça vous amène directement sur toutes les informations nécessaires pour être éligible aux aides, mais voilà, ça sera ça, c'est formez-vous, voilà, moi si c'est un message, c'est vraiment formez-vous, formez vos équipes et puis allez-y. Eric Philippot, le mot de la fin est pour vous. Je rejoins donc les commentaires de Michael et Jonathan sur ce sujet-là. Voilà, il faut y aller, c'est obligatoire. Voilà, l'industrie française, si elle veut résister à la compétitivité chinoise ou européenne et américaine, voilà, il faut mettre en place ces outils, mais pas de n'importe comment. Voilà, il faut mettre de la culturation, prendre en compte l'humain. Donc l'humain est très important dans toutes ces solutions-là pour ramener de la valeur et de la compétitivité à l'industrie française. Et ce qui est important, voilà, c'est de partager aussi toutes les initiatives dans les Hauts-de-France avec l'Alliance Industrie du Futur. On a des échanges avec des
des industriels, des académiques et de la chambre de commerce et d'industrie. Voilà, il faut partager ces cas d'usage pour dire voilà, on a mis en place des solutions, ça fonctionne, pour voilà, essayer de démystifier toutes ces solutions d'IA et avancer et se moderniser. Voilà. Et avec l'accompagnement de la BPI qui est un bon soutien également. Voilà. D'accord. Nous avons le temps pour une ou deux questions. Bonjour, merci pour ces riches informations. Je suis Geoffrey, je travaille dans un grand groupe de TP, BTP. Je vous rejoins, il va falloir y aller. Ceux qui n'iront pas disparaîtront, je pense. On a parlé des freins qui sont écologiques, financiers, la peur de la perte de l'emploi, etc. Dans mon groupe, moi, j'ai pas ces freins-là. Par contre, un frein qui m'a été évoqué, on parlait de la collecte des données. C'est la protection de nos données. Les grands groupes sont un peu frileux à partager leurs données. Et je m'adresse à Monsieur Flippo particulièrement parce que j'y vois un sujet sur lequel peut-être vous pourrez rebondir. Comment vous protégez vos données en utilisant l'IA, notamment avec les éléments, les documents sécurisés ou autres? Comment vous gérez ce sujet-là et qu'est-ce que je pourrais répondre à mes chefs pour leur dire non, de toute façon il faut y aller et ça c'est pas un frein puisque d'autres procèdent de telle ou telle manière? Toutes les données aujourd'hui, donc sur la partie, toutes les données identitaires qu'on gère donc pour différents clients, donc c'est du on-premise, donc tout est stocké en interne. Il n'y a pas de données qui partent à l'extérieur. Et là, sur la partie données, si on prend des températures, des pressions, des choses comme ça, là on va ouvrir donc dans le cloud. Donc toutes ces données non sensibles, donc on est en train de caractériser la sensibilité des data. Pour dire ça, c'est important, on le garde chez nous, on-premise. Et si ce n'est pas des données qui sont voilà, des températures, des pressions qui n'ont pas de valeur, ça on peut les mettre dans la partie dans le cloud. Donc ça c'est géré, on a un gros service RSSI, DSI qui gère toute cette partie data. Donc là on est soumis aussi à des exigences de sécurisation des données, on contrôle les données, on fait des simulations d'attaque. Donc là c'est un élément aussi, un enjeu important pour notre activité, également de la partie IA et data et données pour notre entreprise. Une autre question pour compléter, parce que c'est vrai que c'est un frein moi je vois souvent, cette peur-là, elle arrive assez vite. Moi ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises de la défense, du secret défense, sur des industries critiques, les banques assurances, l'imprimerie nationale, ils font tous de l'IA. Donc ça veut dire qu'en faire de façon sécurisée, c'est possible. Donc il faut un peu démystifier ça. Il y a aussi parfois même des craintes sur certaines entreprises de croire que le cloud, c'est absolument pas sécurisé. Il y a cloud et cloud, il y a plein de façons de sécuriser différemment ces données. Plus on a des exigences de sécurité, plus ça va être des projets un peu plus compliqués et un peu plus chers. Mais aujourd'hui, on est en capacité de le faire. La souveraineté, c'est un vaste débat et assez complexe dans l'IA. Mais aujourd'hui, on a quand même quelques acteurs français, fournisseurs de solutions, hébergeurs qui permettent quand même de garantir des niveaux de sécurité très élevés. Très bien. On va prendre une seconde, peut-être une dernière question. Bon. Eh bien, écoutez, messieurs, vous avez été très clairs. Je vous remercie infiniment. Je ne suis pas le seul, je pense. Vous avez été très... il y a eu énormément de renseignements là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et merci à tous.